wàññi yéeme. Orange Money weesu na kalpe. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ñu ngi leen di nuyu di leen dalal si suñu partie débrief. Vous le savez, hein, l'Euro 2020, ça se vit sur le groupe Futurs Médias. Au niveau de la TFM, vous avez vécu une journée riche en matchs avec 3 rencontres dont vous avez suivi le premier, à savoir l'Angleterre contre la Croatie, ici même sur les antennes de la TFM. 2 autres matchs s'en sont suivis. Donc, ñu ñëw nag ngir débriefer tout ce qui s'est passé au cours de cette journée et aussi se projeter sur les matchs de demain. Alors ñu ngi fi àndaloon depuis ce matin ñu ngi fi ba léegi sëñ Saliou Dia technicien sëñ Saliou ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay maam nuyu Cheikh di nuyu Talla. Voilà Cheikh Tidiane aussi nga xam ne daanaka euro bi fi mu ne il est à fond dedans. Cheikh bonsoir. Tout le monde, hein. Bonsoir. Bonsoir au coach et bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, et Talla, bonsoir évidemment. Bonsoir Mam, bonsoir Cher, bonsoir Saliou et puis heureux de se retrouver pour débriefer pour le restant de la soirée. Effectivement, vous avez encore de l'énergie à revendre, je crois. Oui. Vous êtes des sportifs. Quand même, en un moment quand même, je l'ai vu flancher. Hein. Quand même, pas évident de tenir de 13h à 22h pratiquement. Mais je sais que tu as donné une tasse de thé. Surtout café. Très fort. Court et fort. Hein. Et surtout le match, le dernier match entre les Pays-Bas et l'Ukraine aussi nous a tenus en haleine. On parle même du meilleur match depuis le début de cette compétition. Remporté par les Pays-Bas, donc Seigne Saliou sur le score de 3-2, un retournement de situation. Les Orange qui mènent 2-0, on pense que le match est plié et en 10 minutes l'Ukraine revient au score. Et puis finalement, je pense que l'homme du match de cette rencontre, Dumfries, et donc permet aux Pays-Bas de remporter une victoire précieuse, importante, surtout que le match se jouait à domicile à Amsterdam. Mais quand même, Seigne Saliou Yakarnani, on a vu un très beau match pour clôturer cette journée, cette 3e journée. Effectivement, mon Fatou, on a vu un excellent match. Je pense que, comme tu l'as dit, c'est un des meilleurs matchs depuis le début de l'Euro. Par l'intensité dans le jeu, par ouverture au match, parce qu'on avait l'impression que l'équipe ne pouvait pas Marombi, parce que tellement que le match était très, très, très ouvert. Par aussi qualité technique un peu des uns et des autres. Mais ce qui m'a plus impressionné juste après mi-temps, c'était un peu l'organisation tactique un peu des Ukrainiens. Okay. Avec 3 lignes, 2 lignes de 4, une ligne de 2, qui ont causé beaucoup de problèmes aux Hollandais. Voilà, malheureusement, et très agressif, hein, très agressif. Les Hollandais ont eu beaucoup de tirs. Si on voit les exercices, il y avait beaucoup de tirs. Parce qu'à défaut de contourner un mur, tu peux opter pour des tirs pour faire sortir l'équipe adverse. Malheureusement, ils ont buté et à la reprise, sur un tir, il remet Wijnaldum. Voilà, faute de main du gardien, voilà, il marque. Après, le match était déjà ouvert. Bien sûr. Et je pense qu'on voit les 2 buts qui se sont enchaînés à la 50e, à la 52e, 58e minute. Ça veut dire que quelque part, ça nous enseigne tout le temps sur quand on marque un but, il faut être concentré, que ce soit l'équipe marque ou l'équipe qui encaisse. Et là, on voit l'Ukraine revenir à la 75e, 79e minute, entre 4 minutes aussi. Ça veut dire quelque part, c'est un match qui a été très riche en rebondissement. On est passé par tous les états émotionnels dans ce match. Et je pense qu'on ne demande que ça pour vivre un excellent Euro. Bien sûr. Voilà, et puis dans ce match, on a vu le système du 3-5-2 quand même, qui a été admirablement administré. On a vu que quand même, il faut des joueurs pour ce système et on l'a vu avec les 2 pistons des Pays-Bas, à savoir Dumfries et Van Aanholt de l'autre côté. Et puis, c'est vrai que c'est une nouveauté aux Pays-Bas, parce que c'est l'adepte du 4-3-3. Les Pays-Bas, ça c'est leur culture, c'est leur ADN. Et il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à ce système qu'il a instauré. Mais je l'ai un peu compris, parce que quand tu as en défense Delight qui se blesse, quand tu as Van Dijk qui n'est pas là, ça c'est 2 monstres sur le plan défensif. Il a opté peut-être pour cette organisation pour un peu amoindrir, parce qu'on a vu que les Pays avaient des problèmes sur le plan défensif. On a un milieu qui tourne, il n'y a aucun piston devant la défense, voilà, pour faire face aux un peu comme ce qui s'est passé entre City et Chelsea lors de la finale de Ligue des Champions. Là, c'est Guardiola qui avait
sorti ses numéros 6. Oui, c'est vrai. C'était un choix. Maintenant, je pense qu'on aura l'occasion aussi de parler de Wijnaldum, dont on a vu vraiment le rôle sur le terrain est assez intéressant. Mais quand même, on va prendre aussi l'avis de Talla sur la rencontre, qu'est-ce qui l'a séduit, la résistance ukrainienne, le beau jeu des Oranges. Voilà, comment vous avez apprécié un peu cette rencontre? Mais disons que moi, j'ai trouvé que c'était un match âprement discuté, très épique, il y a eu beaucoup d'intensité dans le jeu et c'était vraiment plaisant. Surtout qu'en deuxième mi-temps, on a vu qu'il y avait eu 5 buts. 5 buts dans une mi-temps, ça veut dire que le match était vraiment ouvert. Il y avait un bon état d'esprit sur le terrain, de l'engagement, beaucoup de détermination, beaucoup d'envie de part et d'autre aussi. Ce qui fait qu'au final, on a assisté à un bon match, plein de suspense, plein de rebondissements. Et donc nous, on ne demande que ça. Maintenant, comme on a dû parler de choix tactiques, donc il faut comprendre une chose, c'est qu'une équipe, souvent, elle a besoin de choix pour pouvoir jouer et développer son jeu en l'absence de certains titulaires. Et l'entraîneur l'a bien dit avant le démarrage du tournoi, qu'il va falloir qu'il s'adapte par rapport au match. Donc il peut changer de système à tout moment. Parce qu'à un moment donné, quand il menait à 2-0, il a pensé pouvoir gérer le score. Et là, il s'est fait griller. Et c'est ce qu'on a dû discuter en salle de rédaction tout à l'heure avec Saliou pour dire que l'entraîneur avait fait le mauvais choix. À ce moment précis du match, et c'était vraiment pas évident, il restait encore 20 minutes à jouer. C'est vrai. Donc le match était vraiment ouvert. Et donc il fallait vraiment continuer à jouer et en gardant ses bases. Et ce qu'il n'a pas fait, et après il s'est fait remonter, et donc il n'était pas loin d'une défaite aussi, parce que les Ukrainiens ont joué avec un mental très fort, ils ont pu revenir au score, ce qui n'est pas évident. Tu joues chez l'adversaire qui te mène 2-0, et donc tu as eu le mental de pouvoir revenir au score. Avec de très beaux buts, surtout le premier. Mais c'est 2 buts venus d'ailleurs. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. La réduction du score. Entre Yarmolenko et Yarenchuk. Dans cette équipe-là, celui qui marque le but, le premier but qui réduit le score, mais il a tout le temps cherché un appui ou la feinte, parce que c'est un gaucher qui était sur le côté droit. Yarmolenko. Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois, ce qu'il cherchait, c'est de rentrer dans l'axe pour chercher la frappe. Et quand il l'a eu, ça a été un beau but qu'on a tous admiré. Maintenant, c'est vrai que sur le plan défensif, on dit que l'équipe des Pays-Bas était un peu fébrile. Parce que, bon, même en première période, on a vu que, bon, c'est vrai que les Ukrainiens ont manqué peut-être le dernier geste, en tout cas le dernier joueur qui fait la différence. Mais sur les sorties de balles, on voyait déjà que c'était une équipe quand même assez technique, et elle arrivait à accéder à la surface de réparation des Oranges facilement. Très technique, qui a séduit plus d'un, parce qu'on les voyait, ils ne jetaient pas le ballon, ils essayaient tout le temps de trouver cette solution pour progresser. Et les buts sont venus de quelque part, cher. C'est un classique qui sont chez tout le match. Passe en profondeur pour l'attaquant, qui appuie sur le numéro 7 qui rentre dedans. Ils l'ont fait 3 ou 4 fois. Et je pense que c'est la 5e fois qui a marché. Donc ça, et ce qui me gêne un peu sur le plan tactique, c'est comment les Hollandais n'ont jamais compris ça. Ouais, mais c'est surtout le geste final quand même. C'est le geste final, il faut le faire. Mais quand tu le répètes, cher, à l'entraînement, ce qui fait la différence chez les joueurs, c'est-à-dire que tu te contentes de faire juste l'entraînement collectif. Mais quand tu fais du Rabiot, après avoir fini l'entraînement collectif, tu te prends toi-même en charge. Et puis bon, on attend ce genre d'exploit et ce genre de geste quand même durant de grandes compétitions comme ça. Je pense que ce sera... Il marque ces genres de buts beaucoup de fois, lui. C'est un vétéran, Yarmolenko, qui a explosé le championnat ukrainien. Je pense que c'est l'une des grandes stars de l'Ukraine, mais quand même, quand il est sorti de son pays, ça n'a jamais pris. Tout à fait. C'est un talent exceptionnel, et ça s'est vu sur l'action du but. Parce que quand il est sorti, il avait la même confiance qu'il avait chez lui. Parce que parfois, on sous-estime ces joueurs-là qui viennent en dehors de Shevchenko, qui est actuel entraîneur. Il n'y a pas eu de joueur qui a eu vraiment à émerger sur le plan international. Bon, peut-être le Shevchenko qui est en train de jouer avec City et qui aujourd'hui, moi je l'ai trouvé vraiment dans son attitude, c'était quand même déjà un leader, et aussi dans son activité au milieu de terrain. Je pense que c'est un joueur qui peut valoir de belles satisfactions à
à l'Ukraine, Sichenko qui joue à Manchester City? Non, il a influé par son talent, il a influé par sa combativité. Par son pas forcément la même position qu'à City. Exact. Mais il a beaucoup influé sur le jeu. Voilà, par Parlons son aussi déplacement. de Wijnaldum, qui, pour nous, était plutôt un milieu défensif, mais aujourd'hui on l'a vu jouer pratiquement sur la même ligne que Memphis Depay. Bon, on l'a vu défendre aussi. C'est un électron libre au milieu de terrain des Oranges. Voilà, 6, 8, 10, il a joué tous les rôles. Ça, c'est le profil maintenant du milieu moderne, comme on dit. Hein. Les milieux doivent être capables de jouer box to box. Vous savez, il y en a qui jouent plus devant la défense, mais en général, on demande au milieu, dans la formation, d'essayer de former des joueurs, de savoir jouer de box to box, qu'ils soient capables de se projeter et qu'ils soient capables aussi de défendre. Voilà. Et je pense que sur ce registre, il a été d'un apport excellent aujourd'hui. Et le but prouve encore une fois qu'il a mais est-ce que quelque part, ce rôle qu'il joue n'a pas par moment pénalisé l'équipe? Parce que l'équipe, à un moment donné, était dépourvue de sentinelles. De Jong, il était dans le même registre que Wijnaldum, et au final, on a vu qu'à un moment donné, c'était le désert. Entre le milieu et la défense. C'était plus Deroun qui jouait ce rôle-là, celui qui était au milieu de terrain en compagnie de Frenkie de Jong et Wijnaldum. Mais quand même, Wijnaldum, il ne faut pas attendre de lui qu'il gratte les ballons. Hein. C'est pas son style. C'est un joueur plus la projection. Qui se projette devant, qui marque souvent de buts exceptionnels. Et on en discutait en off. Bon, je me rappelle de ce match entre Liverpool et Barcelone et Liverpool, match aller des demi-finales aller de Ligue des Champions. Il jouait faux neuf pratiquement. Ce jour-là, Klopp était privé de son avant-centre brésilien Firmino, qui était blessé. Il est rentré finalement en fin de match, mais c'est Wijnaldum qui était en attaque avec Sadio Mané, pratiquement. Donc c'est pas ce joueur sentinelle. D'ailleurs, beaucoup craignent que Ghana perd son poste au Paris Saint-Germain avec ce transfert. Non, je me dis que c'est pas le même type de joueur et ils n'ont pas les mêmes profils. Tout à fait. Alors Wijnaldum, retenez qu'il vient de marquer son 15e but sur les 26 dernières rencontres. C'est quand même pratiquement 50% d'efficacité. C'est énorme. Quand même. Ça veut dire que c'est vraiment un joueur très très important pour cette équipe. Et en plus qui récupère le brassard de capitaine en l'absence de Van Dijk. Et donc l'homme du match, je pense que Cher avait parié juste, c'est Dumfries. Alors on parlait justement de ce système du 3-5-2 avec des profils adaptés. Et ce joueur quand même aujourd'hui, il en a séduit plus d'un. Il est à l'origine des 3 buts. Par rapport à son rôle de piston, je pense qu'il a été d'un atout capital. Surtout dans le contournant du bloc ukrainien. Il a été très percutant et c'est un garçon qui est très technique. Voilà, et il marque un but de la tête. Cher disait que c'est un garçon, parce que j'ai vérifié, il a marqué cette saison 7 buts avec BSV Eindhoven. Donc ça veut dire que c'est un létal qui est tout le temps porté vers l'offensif. Et ça sied à ce système. Donc là, vient de comprendre pourquoi Debord a choisi de jouer ce genre de système. Peut-être quelqu'un ne peut pas comprendre. On dit que tout dans l'entraîneur, il met son système par rapport aux joueurs qu'il a. Et je pense que Dumfries a joué le rôle qu'il fallait, même si de l'autre côté avec... Van Aanholt. Exactement, il a joué aussi le même rôle. Je pense que c'est une équipe assez équilibrée. Voilà, mais bon, avec des failles défensives, peut-être c'est le point faible. Oui, mais quand même, avec le retour de Licht, quand même, ils vont gagner en sécurité derrière, c'est clair. Bon, d'accord, on verra bien. Bon, tu prends 2 buts en 10 minutes. Ça sera juste un repositionnement sur le plan tactique. À savoir que si un milieu se projette de l'autre, il doit venir faire la couverture. Ok, bien sûr. Ben, peut-être l'Ukraine n'est pas une fraude de guerre pour eux, donc ils se sont permis de largesse. Mais je pense qu'avec des équipes plus corsées, ils seront plus disciplinés sur le plan tactique. Sur le plan tactique, effectivement. Mais je pense qu'aussi, on peut s'arrêter un tout petit peu sur le match de Memphis Depay également, qui n'a pas été exceptionnel quand même. Tout à fait. C'est vrai qu'il a été l'ombre de lui-même, il n'a pas joué collectif. Par moment, il a voulu porter l'équipe à lui seul, vouloir faire la différence. Et parfois, on peut ne pas réussir son match, mais travailler pour le collectif. Être beaucoup plus altruiste et chercher à faire briller les autres. Mais lui, à un moment donné, il n'a pas compris, il a insisté, il a voulu faire la différence coûte que coûte. Et parfois, ça ne marche pas. Donc, tu peux ne pas réussir ton match, mais jouer collectif. Tout à fait. Et jouer pour les autres. Et ça, il faudrait surtout en seconde période. Peut-être en première, bon, il a été assez percutant. C'est en deuxième, il y avait 2-0. Après, à 2-0 tout le temps, on demande à nos joueurs de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses. Malheureusement, l'égalisation est arrivée. Après, là, on peut constater peut-être qu'il n'a pas été assez collectif.
Mais je pense qu'avec 2 heures, il pouvait se permettre aussi de faire certaines choses. Très bien. Et le gardien ukrainien qui a fait des gros arrêts, mais qui a aussi coûté la victoire certainement à son équipe. Il y a eu 2 débuts dont il est vraiment le principal responsable. Quand même, sur la tête, c'est pas très évident. Mais pas très évident. C'est un gardien quand même avec un gabarit imposant. Mais quand on a de la taille, forcément, en termes d'agilité, c'est pas tellement on peut réduire parce que moi souvent j'ai eu à voir des buts qui ont été marqués de cette façon-là et quand tu discutes avec un préparateur de gardien et je salue au passage Khadim Faye qui m'a appris ça, il me disait dans ce genre de situation de jeu, le gardien ne doit pas rester sur la ligne. S'il reste sur la ligne, si le gars fait une bonne frappe de la tête, donc c'est sûr que s'il le repousse, il le repousse à l'intérieur des buts. Par contre, s'il fait un pas en avant, il a plus de chances de claquer le ballon dehors. Sûr, oui. Et s'il ne le fait pas, il prend le but. Et ça, c'est des choses, c'est de l'expérience. Ça s'est joué à 1 centimètre près, mais parce qu'il était sur sa ligne de but. Tout à fait. Alors, on va enchaîner avec l'autre match de l'après-midi entre l'Autriche et donc la Macédoine du Nord et donc voilà, victoire des Autrichiens, 3-1. Ce sont les Autrichiens qui ont ouvert le score grâce à Leiner. Et puis, l'expérimenté Goran Pandev a égalisé pour la Macédoine, profitant d'une mésentente entre le capitaine Alaba et le gardien. Donc, notez que c'est le premier but de la Macédoine pour sa première participation. Et puis, en seconde période, les Autrichiens vont faire la différence sur un très beau centre du capitaine Alaba. Et donc, Gregoric qui coupe au premier poteau et marque du plat du pied. L'ancien joueur de West Ham, Arnautovic, lui, va donc permettre à l'Autriche de faire le break. 3-1. Et donc, pour la première fois de son histoire, l'Autriche remporte un match à l'Euro devant une équipe aussi qui participait pour la première fois de son histoire à une compétition européenne. Pandev qui, à l'âge de 70 ans, marque le premier but de son équipe. 70 ans, moins 30 et quelques. Mais bon, il a porté son équipe, c'est le capitaine, c'est le plus capé. C'est un joueur quand même qu'on a vu ces 10 dernières années, au haut niveau avec l'Inter de Milan également. Qui marque le premier but de son pays en Coupe d'Europe. Tout à fait. C'est vraiment une belle histoire. Bien sûr. Alors c'est un match vraiment où, bien sûr, les favoris ont gagné, mais avec quand même, ça n'a pas été facile. Non, du tout. Parce qu'en regardant un peu les statistiques, je me suis amusé à voir les statistiques. Il y avait plus de distance parcourue dans ce match que par rapport à celui de l'Angleterre. Donc ça montre un peu que c'était un match très engagé où on avait 2 équipes qui avaient plus ou moins le même profil. Toutes les 2 ont joué pratiquement en 3-5-2. On l'appelle de temps en temps plaquage. Quand un adversaire a un système, tu calques le même système. Maintenant, quand tu calques ça après la différence, ça fait sur le plan individuel. Et genre, par rapport à ça, les individualités autrichiens, c'est la qualité qui a fait la différence. Et bon, certains disent que même ils ont marqué les Autrichiens quand la Macédoine a été dans son temps fort. Bon, c'est une équipe qui a résisté, franchement, et qui n'a pas été ridicule. Qui n'a pas démérité, qui a cherché à jouer, qui ne s'est pas contenté de défendre seulement. Et donc, c'était un match ouvert où ça pouvait venir de partout aussi. Et ils ont pris confiance en eux-mêmes, ils ont cherché à jouer, à dérouler, à mettre au moins quelque chose en place. Parfois, ça peut ne pas réussir. Parce qu'en face, il y a du répondance, il y a des joueurs d'un certain niveau qui peuvent faire de la différence sur des exploits individuels. Donc, ça fait la différence automatiquement. Tout à fait. Et ce qui est arrivé, parce qu'à la base, sur le centre qu'il fait, il y avait de l'opposition. Il fallait avoir une bonne technique de frappe pour oser ce qu'il a fait. Et c'était juste. Pas évident. C'était le sort du juste. Et donc, le gars ici qui arrive à point nommé, qui prend juste la balle de l'intérieur et avec une touche, il fait la différence. Donc, ça s'est joué sur des faits de jeu, par exemple, avec des joueurs d'un certain niveau. Bien sûr. Et ça, on en a besoin dans une équipe. Parfois, on a tendance à oublier quand même que les individualités peuvent régler parfois les problèmes. D'accord. Et Alaba, donc, qui a été élu homme du match, d'ailleurs, je m'amusais un peu en disant... J'ai l'impression qu'ils prennent que les plus connus. Et puis finalement, pour les Pays-Bas, non, ils ont pris Dumfries. Et pour le match là entre l'Autriche et la Macédoine du Nord, Alaba qui garde ce trophée et qui, en conférence après-match, a dit que les Autrichiens ont faim. Même s'il est impliqué sur le but égalisateur, quand bien même, sûr, il y a une mésentente avec le gardien. Effectivement. Le futur madrilène. Voilà. Ça va pas te faire plaisir, ça.
Alors, mais quand même, cette équipe aussi, on a vu un très bon match de Savitzer, qui l'auteur de la passe décisive pour l'ouverture du score. En début d'émission, on disait que c'était le joueur de Red Bull Salzbourg, mais c'est plutôt Leipzig. C'est des équipes qui ont les mêmes... Entre les deux, oui, parce que on peut se perdre. C'est l'autre, donc en général. Alors, on va terminer avec le premier match que vous avez regardé, bien sûr, sur la TFM, entre l'Angleterre et la Croatie. Là, on a eu droit à un seul but marqué par, comment il s'appelle encore, Raheem Sterling, à la 57e minute. Donc, un match aussi plaisant, où l'Angleterre a fait l'essentiel, a dominé par à-coups. La Croatie n'a pas eu le répondant offensif pour inquiéter peut-être les Three Lions, mais les Anglais aussi n'ont pas été dominateurs quand même sur l'ensemble de la rencontre. Non, comme l'attestent les statistiques où c'est, je pense, 57 et 43%, ça veut dire que c'était un match plus ou moins équilibré, où l'Angleterre, dans un premier temps, a essayé d'asphyxier un peu cette équipe de la Croatie en mettant un pressing très haut, en installant son jeu dans le cadre adverse. Malheureusement, la réussite n'a pas été. Voilà, en deuxième mi-temps, il a changé d'option parce que l'Angleterre, c'est une équipe qui a besoin de profondeur, qui a besoin de vitesse, qui a besoin d'espace. Et la Croatie ne l'offrait pas ça. Donc il y avait cet espace entre le gardien et la défense était tellement minime qu'il n'y avait pas de place pour courir. Et en deuxième mi-temps, il se venu avec d'autres arguments. Il a laissé plus ou moins le ballon tout de suite aux Croates. Ce qui fait qu'à la récupération du ballon, ils pouvaient un peu faire état de leur talent sur le plan offensif. Et je pense que c'est comme ça qu'ils ont marqué. Ils pouvaient mettre d'autres buts par rapport à ça. Deuxième but avec Kane. Mais Croatie aussi n'a pas démêlé. Je pense qu'ils ont fait le match qu'il fallait. Ils ont bien, au-delà de même résister, je pense avec plus de répondance sur le plan offensif. On le disait en premier. Plus de présence au niveau de l'attaque. Sur le plan offensif, je pense qu'ils peuvent avoir quelque chose. Bon, même si Diao, lui, semble avoir été convaincu par la prestation des Anglais. Je pense que c'est une équipe qui va monter en puissance. C'est clair. Pour le premier match, quand même, je trouve que la prestation a été quand même consistante, surtout face à une équipe, face au vice-champion du monde, quand même. La Croatie, même si elle a perdu un peu de sa superbe, c'est pas des manchots, les Croates. Donc cette équipe anglaise, forcément, va monter en puissance et des joueurs sur le banc également vont vouloir se montrer. Et je pense qu'au deuxième tour, ça va être une équipe redoutable. Très bien. Alors, Tala disons qu'on a assisté à un match quand même assez équilibré. À un moment donné, c'était pas évident qu'on en dehors des 30 premières minutes où vraiment l'Angleterre a poussé pour marquer ce premier but. L'Angleterre a essayé à imposer son jeu, s'est créé des occasions, donc il y a eu ce manque de réussite. Parfois, parce que ce n'était pas un manque d'efficacité, mais plutôt un manque de réussite, parce que sur le tir de Foden qui touche le poteau, s'il le met à 10 minutes de jeu de ce match-là, c'est vrai que c'est une autre physionomie. C'est une autre physionomie du match. Mais bon, c'est ça, le foot aussi, il faut savoir gérer ces moments-là. Et ne pas se faire aussi torpiller derrière. Parce que si on rate 2 ou 3 occasions et que derrière, on te met un but, donc ça casse le moral et ça te coupe les jambes. Et il te faudra courir derrière pour rattraper le temps perdu. Heureusement qu'ils n'ont pas eu ce problème-là. Ils ont su aussi être attentistes, attendre l'adversaire, ne pas se jeter. Et finalement, en deuxième mi-temps, comme le disait Saliou, ils ont laissé la possession. C'est surtout ça qui est intéressant pour moi dans cette rencontre. C'est-à-dire cette lecture qu'a eu Southgate, de se dire, bon, avec le ballon, finalement, j'y arrive pas, je les laisse venir et moi, tu les aspires, tu les fais venir, tu leur laisses la possession et eux, ils se découvrent, ils ouvrent des espaces et toi, tu vas jouer en contre. Et comme eux, ils savent qu'ils ont devant des joueurs assez rapides, Kane comme Sterling, ils vont très vite. Et donc, ça peut et Phillips aussi qui a fait un bon match, le joueur de Leeds. L'auteur de la passe décisive, je pense quand même, ça va être des joueurs une des révélations peut-être. Dans ce tournoi. C'est vrai. Phillips, qui, rappelons-le, il y a 2-3 ans, évolué en deuxième division en Angleterre dans l'anonymat. Et là, quand même, il va être sous la lumière. Il joue l'Euro avec l'Angleterre, titulaire au départ de la compétition quand même. Je pense que c'est une belle histoire. Il a su saisir sa chance. Une chance aussi, il faut savoir la provoquer, mais aussi saisir au bon moment. Quand on te propulse au devant de la scène, il va falloir confirmer. Parce que les entraîneurs, souvent, ils ont ça. Ils ont envie d'accompagner le joueur. Et si le joueur n'est pas très réceptif, se disant, tiens, il faudra que je respecte les consignes, que je joue
en fonction de mes qualités, que je ne cherche pas à en faire plus qu'on me demande. Et là, à partir de ce moment, on peut faire une belle carrière. Alors, également, même l'autre joueur, l'autre milieu de terrain, également, qui n'a pas été prépondérant aujourd'hui, mais quand même, qui est un joueur à suivre, c'est Declan Rice, plutôt. Rice, l'autre joueur, quand même, ce qui nous pousse à, quand même, ce qui nous conforte dans notre idée que cette équipe anglaise, forcément, fera beaucoup mieux. Quand même. On ne sait pas ce que les adversaires en face feront, mais quand même, ils ont des joueurs capables de montrer beaucoup plus que ça. Et puis, quand même, on se dit que les Anglais sont forcément sur une dynamique. Ils ont été éliminés en demi-finale lors de la dernière Coupe du Monde avec le même entraîneur. Aujourd'hui, ils viennent encore avec des atouts de plus en termes de qualité. Donc, a priori, oui, c'est une équipe. Mais aussi, le bémol, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est que cette équipe anglaise n'a jamais manqué de ressources en termes de joueurs. À l'époque, on a connu Steven Gerrard, on a connu Lampard, on a connu Wayne Rooney, qui brillait de mille feux, on a connu Beckham, etc. Donc, ce n'est pas forcément une équipe. Et puis, aujourd'hui, c'est le meilleur championnat pratiquement au monde. Donc, c'est vrai que c'est une équipe attendue. Ce n'est pas seulement que des talents. On peut avoir... Justement, c'est pour ça que je dis que il n'est pas dit que... ne pas jouer collectif. Non, en plus, c'est ça aussi. Le collectif, ça se travaille. C'est ça qu'on appelle l'addition de talent par rapport à la multiplication de talent. Mais quand même, il y a une période où les étoiles s'alignent pour que tout marche. Quand même, parce que quand même, déjà, il y a si les étoiles s'alignent, on va parler de la France alors. Non, mais quand même, parce que quand même, si on prend l'exemple de l'Espagne, l'Espagne, quand même, ils sont restés pendant un siècle sans rien gagner. Et tout à coup, ils gagnent tout. Coupe du monde, Euro, avec une génération dorée. Il y a un travail à long faire. C'est ce même travail-là que les Anglais sont en train de faire. Exactement. C'est le travail d'information. Euro, Coupe du monde, Euro. Oui, mais parce qu'ils avaient un bon groupe, avec un bon état d'esprit, où on cherchait pas à briller individuellement. Et cette équipe anglaise peut bien rééditer cet exploit de l'Espagne. Parce que là, ils ont un bon groupe. Ils peuvent remporter cet Euro. Et pourquoi pas la prochaine Coupe du Monde. Alors, on va pas trop s'étendre. Non, le discours est important parce que tu peux avoir plusieurs bons joueurs de très haut niveau et ne pas pouvoir. Si c'était ça, l'Argentine devrait gagner quand même au moins. Voilà, si dans ce cas-là, on prend l'exemple du Sénégal, on a énormément de bons joueurs, on en parle du Sénégal. Mais on n'arrive pas à gagner. Très bien. Donc, ce qui veut dire que par moment, c'est le collectif. Si chacun se met à travailler pour le groupe et pour l'intérêt du groupe, je pense quand même qu'on peut avoir un bon résultat. Et alors, ce que tu dis par rapport à Southgate, je pense que c'est un peu ça. Il travaille et les garçons adhèrent à son projet de jeu. Bon, on verra à la fin. Bon, c'est règle les problèmes défensifs. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Il y a Maguire qui va arriver. Il y a Maguire qui Bon, Maguire, pour moi, c'est pas le défenseur, c'est peut-être l'un des défenseurs les plus en vue dans la Première Ligue. Pour moi, ce n'est pas le plus grand défenseur qu'on connaisse actuellement. Même s'il joue pour l'Angleterre, pour moi, ce n'est pas une assurance. Il a coûté 100 millions d'euros, mais c'est un bon défenseur quand même. C'est un bon défenseur. Il est bon, mais sans plus, quoi. Impressionnant. Il a coûté 100 millions. Malheureusement. Alors, on va parler justement de ce groupe D où demain, il y aura un autre match entre l'Écosse et la République tchèque. Alors, pour information, ce sera la 3e participation des Écossais qui n'ont jamais franchi une phase de poule. Donc, même groupe que l'Angleterre et la Croatie dont on vient de parler, et puis ce sera une 7e phase finale consécutive pour la République tchèque, et pour la première fois les deux équipes vont se rencontrer en phase finale d'un Euro ou d'une Coupe du Monde de la FIFA. Ce ne sera pas forcément le match le plus attractif de la journée. Par contre, vous pourrez regarder à 16h Pologne-Slovaquie. Forcément, quand on parle de Pologne, on pense à Lewandowski, bon, voilà, qui sera l'une des attractions. Mais bon, à 19h, il y a aussi un match très intéressant entre l'Espagne et la Suède. Et là, je vais laisser le Catalan nous parler de cette équipe espagnole, qui est en reconstruction, dans une phase de transition, on va dire. Bon, transition, parce que les Espagnols, quand même, ils se prennent pour les meilleurs au monde, même dans cette situation quand même où ils ont un groupe où il n'y a pas de jour de Real Madrid. Et je pense que le problème, le principal problème, c'est ça. Bon, je pense que Luis Enrique, quand même, il a une grosse pression, même si c'est un monsieur quand même qui sait faire face à cette pression quand même, parce que c'est un dur. Mais là, quand même, il est extrêmement critiqué au pays parce qu'il n'a pas mis de joueurs du Real Madrid dans un groupe de 26 joueurs. Et ça, c'est un crime de lèse-majesté. Parce que moi, j'ai vu par exemple un grand journaliste espagnol, Thomas Roncero, qui est journaliste au quotidien AS. Avant-hier, il a sorti 2 maillots, le maillot de la France et le maillot du Portugal. Il a dit que pour moi, il supporte
Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, et non l'Espagne. Alors que c'était un fervent supporter de la Roja. Mais pour ce coup-ci, il n'y a pas de joueur du Real Madrid dans cette sélection. Il supporte Ronaldo au Portugal et Benzema en France. Donc, et ça révèle l'état d'esprit de beaucoup de Madrilènes quand même au pays. Par rapport donc à la situation. Alors, je pense que pour ce match-là, d'ailleurs, Sergio Busquets ne sera pas là parce que tout simplement il a le Covid. Ouais. Donc j'ai vu d'ailleurs un de ses coéquipiers faire en conférence de presse en parler parce qu'il était un cas contact. Oui, il était Je pense positif. qu'il était positif. Voilà, Llorente. Ensuite il est revenu négatif. Il jouera. Bon après l'Espagne, c'est vrai que c'est une équipe qu'on attend toujours, peut-être dont on connaît moins les forces parce qu'il y a eu cette phase de transition, beaucoup de joueurs qui ont quitté. Bon, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de la polémique sur l'absence des joueurs du Real, c'est une équipe quand même qui peut faire valoir des atouts dans cette compétition? Ben, je pense après la compétition, on saura si Enrique a tort ou pas. Je pense qu'un entraîneur, il fait des choix, mais après les choix, c'est après la compétition qu'on pourra un peu évaluer ce qu'il a fait ou si tel joueur devait être là ou pas là. Mais je pense que l'Espagne est en train d'être perturbée par ce Covid qui est en train de faire beaucoup de dégâts là-bas. Mais surtout, il y a une chose qui est sûre. Moi, quand même, cette équipe-là, je suis de très près. Sur le plan jeu, bon, je pense même que vous allez voir le meilleur football de l'Euro avec l'Espagne. Mais niveau, non si, sur le plan jeu, mais niveau, c'est un avis. On vous attend. Non, mais niveau, c'est au niveau de l'efficacité que ça pose problème. Parce que quand même, leur attaquant titulaire, c'est Morata. Et Morata, leur dernier match amical face au Portugal, c'était au Wanda, sur la pelouse de l'Atlético. Il a même été sifflé par le public de l'Atlético tellement il a manqué beaucoup d'occasions immanquables. Et ça, c'est un problème pour cette équipe espagnole. Il n'y a pas d'avant-centre. Mais avant ce match, l'Allemagne a pris 6-0 contre l'Espagne. Non, mais quand même, ça, c'était... c'était... Non, sur les 5 ou 6 derniers matchs de l'Espagne, je pense que quand même, ils n'ont pas marqué plus de 2 buts. Et des fois, ils n'arrivent pas à marquer. D'ailleurs, il y a des journalistes qui ironisent en disant qu'ils ont marqué tous leurs buts face à l'Allemagne. Ouais, mais c'était un accident de parcours parce que l'Allemagne ne prend pas 6 buts. D'habitude, effectivement. Mais quand même, ils ont un problème d'efficacité. Mais quand même, il y a d'excellents joueurs qu'on va suivre, comme Ferran Torres de Manchester City. Il y a également Pedri du Barça, quand même, qui est très attendu dans cette compétition. Mais surtout notre compatriote, mais notre Malien, Adama Traoré. On verra vraiment. On attend beaucoup de lui. D'accord, donc voilà. Bon, Espagne-Suède, je pense que quand même, face à une équipe suédoise amputée déjà d'une star qui s'appelle Zlatan Ibrahimovic, bon, a priori, c'est l'occasion de refaire ses gammes. Oui, de toute façon, la Suède n'a rien à perdre dans cette histoire-là, sauf qu'ils ne vont pas venir en victime expiatoire. Ils vont chercher à jouer, à se faire violence et puis à résister à l'assaut des Espagnols parce qu'ils vont avoir de la possession, c'est sûr. Mais c'est une équipe qui sera présente dans les duels combatifs, agressifs sur le porteur du ballon. Et comme je l'ai dit, ils ne vont pas venir en victime expiatoire du tout. Bien sûr. Mais je pense que les équipes qui se connaissent, elles ont partagé la même poule. Espagne était première et deuxième. Ils se sont rencontrés 2 fois, c'était une défaite et un match nul. Donc je pense que c'est les 2 équipes qui ont déjà ils avaient fait un partout. Alors, l'attaquant numéro 1 de la Suède joue en Espagne, c'est Ishak, le longin attaquant de la Real Sociedad. Très bien. Et ce sera aussi le grand retour de Luis Enrique sur le plan international après son break. Et de l'Espagne aussi, de l'Espagne qui n'était pas à la dernière Coupe du Monde. Ah, quand même, c'est vrai. Espagne qui était sortie du moins, qui était sortie du premier tour. Très bien. Mais à l'Euro, il n'était pas aussi là-bas. Il a manqué la dernière compétition majeure. Espagne. L'Espagne, si. Non, ils n'ont pas manqué de compétition majeure depuis, je pense pas. C'est les Pays-Bas qui n'étaient pas au dernier Euro ni à la dernière Coupe du Monde. Mais l'Espagne, je pense qu'ils ont... Lors de la dernière Coupe d'Europe, c'était l'Italie qui les avait sortis avec Antonio Conte. C'était en 8e de finale. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avec Conte pendant cette période-là. Il y a eu des choses qui se sont dites. Ce qui fait que même Conte, pour qu'il puisse venir au Real, il y a eu une pétition de 10 joueurs qui ont demandé s'il vient, nous on quitte. Ah oui, d'accord. Il y a eu des conséquences aussi graves. Alors, je vais vous faire un petit plaisir, parce que quand même, depuis qu'on parle de l'Euro, ça fait 3 jours,
on n'a pas encore... Bon, mardi, il y a un grand match entre la France et l'Allemagne. En direct sur la TFM, hein? La France. En direct, oui, sur la TFM, mais on n'a pas encore parlé de la France. On n'a pas parlé de Mbappé, de ses sorties, Mbappé qui parle de Giroud, alors que c'est une équipe, c'est l'équipe archi favorite de ces taureaux. Mais on se demande si finalement, dans le vestiaire, il ne va pas y avoir des petites tensions, surtout le cas Kylian Mbappé. Mais je vous lis une citation de Raymond Domenech, c'était tout à l'heure sur l'équipe. Il dit Mbappé, entre guillemets, il dit Mbappé, il désavoue Antoine Griezmann, il continue son affiliation avec Karim Benzema et les autres n'existent plus. On l'a loué avant pour ses talents de communicant, mais là, il rejette un pavé, il s'est laissé prendre, ou alors c'est encore pire. Il pense que Mbappé est complètement en train de dérailler. Oui, mais Raymond, il est habitué des faits, quoi. Il a malheureusement, je vais être obligée de vous couper. Je ne sais pas de gaieté de cœur, mais effectivement, il y a beaucoup de programmes qui nous attendent, donc on ne peut pas aussi très bien, parce que j'entendais pas mon réalisateur. Mais on n'oublie pas, là, Copa América, le Brésil, il joue contre le Venezuela et ce soir... Et qui mène 1-0, but de Marquinhos. Très bien, merci pour l'info. Excellente soirée. Alors demain, on se donne rendez-vous en première partie à 18h avec Chertidiane pour un avant-match et à 22h pour le débrief de la journée. Demain, pas de match sur les antennes de la TFM, mais sur la RFM avec Malal et Cher, vous pourrez écouter les live commentaires en direct. Merci Seigne Saliou pour votre participation. Merci Tala, reposez-vous bien. Merci Cher, reposez-vous bien. Excellente soirée et merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés. Bonne soirée, au revoir. Justement, on a le choix. Il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Je préfère un ponkal qui sait tout faire.